Déjà, je voudrais avoir un petit propos sur l'art de la gravure et l'art du timbre-poste. Déjà, l'art du timbre-poste, pour moi, c'est une des dernières écoles que l'on a sur la figuration et qui défend la figuration, qui est très importante. Ensuite, parler de la main aussi. La main, on parle toujours de l'intelligence de la main, c'est vrai, mais on se demande si c'est pas la main qui a rendu intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré un chirurgien du cerveau qui m'a donné un certain propos en me disant, eh bien, la main, c'est plus de 60% des connexions du cerveau. Et c'est ce qui a permis à l'homme finalement d'avoir tout ce potentiel d'intelligence. Alors, est-ce que c'est la main qui a rendu ou le cerveau qui rend intelligent la main? Bon, c'est encore un grand débat. Voilà. Et c'est important de savoir ça par rapport à tous les métiers manuels qui sont en voie de disparition, je trouve, dans notre société moderne. C'est-à-dire que dans un conservatoire, on va comprendre que, par exemple, il va falloir instruire des jeunes à 5 ou 6 ans sur un violon pour qu'il ait une certaine dextérité manuelle. Et puis dans des métiers d'art comme les nôtres, par exemple, il faudra le bac pour commencer à rentrer à l'école estienne ou dans une formation des beaux-arts au niveau de la gravure. Et c'est très 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 dommage. Le fait de faire de la gravure en taille douce, de la gravure manuelle, la Poste fait un mécénat non seulement de l'art figuratif, mais aussi un mécénat de sauvegarde de la main. Et je pense que ça s'inscrit dans ce que je souhaite vivement, moi, en tant que meilleur ouvrier de France, c'est que l'on commence à créer des ateliers pour les enfants sur les différents métiers, les ouvrir sur tous ces métiers manuels, ces métiers d'artisanat de l'art. Voilà. Bon, à partir de là, on va commencer à voir un petit peu notre sujet. Donc là, vous allez voir un travail de dessin d'une maquette. Alors au départ, le timbre-poste, si vous voulez, l'office va vous appeler au téléphone et vous faire des mails concernant le sujet, la dimension du sujet, un cahier des charges aussi sur les textes qui vont être obligatoires, la technique employée, parce que bon, ça on n'en parlera pas, mais bon, il y a aussi d'autres techniques comme l'hélio et l'offset. Mais là, on est sur la gravure manuelle en taille douce. Donc, à partir de ce cahier des charges, on travaille sur un format 5 à 6 fois en dimension par rapport à la dimension du timbre. Alors, toutes les techniques sont valables pour faire une maquette. Vous avez des dessinateurs qui préfèrent travailler à l'aquarelle, d'autres dessinateurs au crayon, d'autres dessinateurs à la plume, au rotring. Enfin, tout est possible. Tout est possible au niveau des techniques manuelles de dessin, voire même les techniques utilisées par ordinateur avec les fameuses tablettes tactiles, Wacom et autres, pour dessiner directement à l'écran sur un ordinateur. Là, on voit un travail qui est au crayon. Moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que ça permet de comprendre la forme, les directions que va prendre l'outil après pour graver. C'est-à-dire qu'en fait, on maîtrise parfaitement déjà la technique de la gravure qui se fait par le point trait, la ligne et les croisements de lignes avec leurs différentes épaisseurs. Voilà. Donc le crayon me permet personnellement de commencer à visualiser un petit peu tout ce système de tracé fait au point, au trait. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc souvent, je commence par le travail au niveau de la taille douce directe, c'est-à-dire qu'en fait, le poinçon est gravé à l'envers et imprimé à l'endroit.
pour après travailler sur, je vais vous passer l'image suivante, pour après travailler sur le fond qui sera, lui, gravé sur un autre bloc en report. Et ça, c'est une technique typique de Périgueux. Je crois que c'est la seule imprimerie de taille douce au monde qui utilise cette méthode. Donc, on peut utiliser 3 couleurs sur un acier direct taille douce, comme on a vu le dessin précédemment, et 3 couleurs maximum pour le travail du report. Donc là, on a un travail de dessin sur une partie bleue. Alors le report, lui, sera dessiné normalement, si vous voulez, mais il sera gravé à l'endroit, je dis pas de bêtises, oui, à l'endroit pour être imprimé sur un rouleau en caoutchouc à l'envers, pour que ce rouleau en caoutchouc roule sur le papier à l'endroit. Et bien sûr, cette première phase se fait avant la taille douce directe. Voilà pour. Bon, là, c'est un travail au crayon de couleur directement. Voilà. Là, vous avez une partie de la maquette donc dessinée, et donc vous voyez la partie du report va se mettre dessous la partie brune du timbre. Quand on a des couleurs différentes, on laisse toujours un espace entre les couleurs de façon à ce qu'à l'essuyage, les 3 couleurs ne se mélangent pas. Là, on n'est pas dans un cas de 3 couleurs, mais bon, je le précise juste. Voilà. Là, vous pouvez percevoir un peu plus facilement sur cette maquette les directions que va prendre le burin pour réaliser la gravure sur acier. Donc, après ce travail de gravure, je passe mon travail de dessin sur papier par scannage pour l'avoir sur mon ordinateur, ce qui me permet de changer après les couleurs, de pouvoir regarder par transparence ce que va donner mon dessin de mon report, et aussi de travailler sur le positionnement des lettrages que j'ai bien sûr un petit peu supervisé avant de faire mes dessins. Voilà. Donc là, c'est un travail qui se fait souvent avec 2 logiciels que beaucoup de personnes connaissent. C'est soit Illustrator, soit pour le vectoriel, et puis soit Photoshop, bon, pour tout ce qui est photographique, retouche. Bon, là, on voit une tablette Wacom avec son stylet pour pouvoir, si vous voulez, alléger certains traits, rajouter des éléments, voilà, ce qui n'est pas toujours facile, si vous voulez, sur un dessin direct au crayon. L'ordinateur a ça de très intéressant, c'est qu'on peut retoucher l'image sans vraiment toucher au dessin et sans toucher au dessin de base, voilà. Donc là, alors, quand on a une maquette à faire en timbre-poste, on a souvent plusieurs maquettes à faire. Là, j'en ai eu 2 parce qu'en fait, cette maquette était en concours sur Monaco, donc une personne avait donc réalisé 2 autres maquettes. Donc là, j'en ai que 2, mais en principe, c'est 3 maquettes. On réalise 3 maquettes différentes avec, en percevant les sujets différemment, en choisissant quand c'est des portraits différents, regardant bien sûr toute l'historique sur une personne pour voir si dans un timbre on n'a pas déjà utilisé tel visage, si on ne s'est pas servi de telle iconographie, etc. pour travailler. Voilà, donc ça c'était donc Roland Garros à l'horizontale sur comme 2e maquette sur le centenaire du premier rallye aérien de Monaco. Voilà, donc on voit bien le tracé donc en bleu de fond de report, et puis là ici un bras un petit peu plus soutenu sur l'avion que sur l'autre maquette. Le dessin est fait un petit peu plus au crayon granuleux, alors que l'autre était fait beaucoup plus au trait, mais ça n'a pas d'importance. En principe, bon, par exemple, si une maquette est faite en aquarelle, le graveur, une fois son acier, transpose au trait et au point toutes sortes de techniques graphiques.
Donc voilà le timbre, la maquette finale du timbre qui a été choisi par Monaco. Voilà, donc on aura donc en taille douce le rouge de la valeur. Bon, la valeur se met au dernier moment, c'est pour ça qu'elle est sur 0,0. Voilà. Et puis vous avez le brun et le bleu. Et vous avez aussi sur le report une deuxième couleur verte, légèrement verte turquoise sur la partie du bas. Voilà, donc il y aura deux couleurs report et deux couleurs taille douce directe. Alors, une fois que les maquettes sont parties pour validation auprès de l'office ou auprès de Filaposte, j'ai la joie de voir ma petite factrice qui m'amène un VD avec à l'intérieur. C'est un petit clin d'œil pour la poste là, hein. Qui m'amène donc le bloc acier qui a été revu à Périgueux, à la GAO, etc. Si tout est conforme, voilà. Donc l'ouverture de cette boîte surprise, donc avec le petit bloc au centre et le plaisir de découvrir cet acier parce que bon, à Périgueux, à partir de la gravure, ils vont faire une réduction et ils vont faire un cliché sur acier, photographique. C'est un système comme un peu les anciens daguerréotypes, donc ils mettent une couche de cuivre très très légère, une couche d'argent, un produit dessus, et puis ils font une insolation d'un négatif, oui, voilà, d'un négatif sur l'acier pour obtenir une photographie qui va nous aider à tracer et à définir tout ce qu'on a à faire au niveau de la gravure. Voilà. Alors là, bon, on me voit sur ma binoculaire. Bon, pour le travail du timbre-poste, en binoculaire, on va à un grossissement de 6 à une vingtaine de fois. Voilà. Et puis avec un très très bon éclairage du bloc. Donc là, on est sur une Leica. Et puis, oui, des grossissements de... En principe, la gravure de timbre, c'est entre 5 et 15 traits au millimètre, à peu près, en densité. Voilà. Là, bon, je vous montre un bloc hein, pour vous montrer des outils de gravure. Là, c'est un bloc d'acier beaucoup plus important sur un portrait d'un Italien. Voilà, donc vous avez deux burins avec des emmanchements un petit peu différents, voilà, de longueur, etc. Alors donc, pour graver, on a différents burins. On a des burins qu'on appelle en losange, on a des burins carrés, on a des onglettes qui sont légèrement arrondies, enfin des gouches plates pour faire les jambages des lettrages. Enfin, tout ça, il faudrait... Enfin, je vous explique comme ça, il aurait fallu des images pour que vous perceviez un petit peu mieux. Parce que c'est des aciers donc trempés, en sachant qu'un bloc est à peu près à 60-65 Rockwell, enfin en pourcentage de dureté par rapport au diamant. Donc les outils sont un petit peu trempés un petit peu au-dessus, voilà. Maintenant, on a de très très bons outils qui viennent des États-Unis dans des aciers qui s'appellent CMAX, qui sont affûtables que sur diamant, par pierre et par système rotatif diamanté. Voilà un bloc donc, qui est en cours de travail. Donc vous avez dans la partie grise du bloc, on voit très très bien toute la partie qui a été gravée. Et puis vous avez une partie qui est brune, là, et c'est en fait le reste du cliché photographique qui permet de tracer, de faire le travail de gravure. Voilà. Alors là, on voit que c'est... En fait, vous avez la main gauche et la main droite qui se trouvent en parfaite harmonie.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des lignes droites, la gauche ne travaille pas, mais quand vous faites des courbes, c'est la main gauche qui fait pivoter l'acier de façon à offrir l'angle correspondant pour faire le tracé et le mordant du burin. Donc, il faut toujours qu'il y ait une parfaite harmonie. Et là, on a un petit feutre qui permet de faire tourner plus facilement l'acier sur la planche de travail. Bon, maintenant, j'ai aussi des supports tournants, plats, qui permettent aussi de faire ce même genre de travail, mais même peut-être avec encore beaucoup plus de souplesse. Voilà, donc à quoi sert cette petite planchette et puis ce petit bout de feutre. Voilà, donc on voit la tenue du burin et la main gauche qui vient aider au travail. Voilà. Alors si on n'a pas une parfaite harmonie entre cette main gauche et main droite, eh ben, c'est le petit bout d'acier, le petit bout de la pointe de l'acier qui casse, voilà, qui souffre et qui casse. Donc, quand on entame une gravure de timbre-poste, il faut être très calme. Par exemple, si on est énervé, si, bon, par exemple, moi je fais du footing, bon, si le cœur n'est pas assez reposé, etc., bon, on s'aperçoit que la main n'est pas suffisamment bien en harmonie avec l'autre et on a quelques petits problèmes de casse, donc de réaffûtage et de perte de temps voilà. Bon, rarement, quand ça casse, on a des problèmes de rayures ou de choses comme ça, parce qu'on a l'habitude de la retenue de notre outil. Mais dans un débutant, ça peut être aussi une blessure de l'acier là où on ne voudrait pas. Voilà les deux aciers, donc avec le report et la taille 12 directe à gauche. Donc vous voyez, la taille 12 directe à gauche a été faite à l'envers puisqu'elle va être imprimée à l'endroit, direct, le papier est posé et donc il se relève et donc vous avez la partie 1. Et par contre, comme j'avais expliqué sur le report, vous avez le report qui est fait à l'envers parce que l'encre est déposée sur un rouleau qui lui-même va rouler sur le papier à l'endroit. Voilà, la raison pour laquelle les deux ne sont pas tous les deux gravés dans le même sens. Voilà, donc après ça, on fait un polissage parfait de l'acier, pas qu'il y ait de ce qu'on appelle des espèces de petites franges dues à la coupe, etc., que la coupe du burin soit bien franche. Donc on polit parfaitement notre acier, les rebords, pour que tout soit bien propre. La gravure du texte n'est pas toujours facile. Par exemple, vous avez des toutes petites lettres là, et selon les caractères dus aux polices, il y a des caractères qui sont infernaux à graver, quoi. On se fait même des fois un petit peu peur. Aujourd'hui, ça a été mon cas sur un Monaco où la lettre était pas du tout facile. Ça fait partie du travail. Voilà, un peu plus gros, vous avez la référence de l'ensemble. Je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus, simplement faire voir un petit peu les... Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait, parce qu'en fait, un graveur, il est à la fois dessinateur, après il est graveur, c'est un deuxième métier, dessinateur est en premier, et après il est imprimeur en taille douce. Moi, j'ai eu de la chance, l'impression en taille douce, je l'ai appris chez La Courrière avec des vieux maîtres de l'impression taille douce qui m'ont appris tout un tas de choses très importantes, les mélanges, la fabrication des encres, parce qu'autrefois, on ne se contentait pas d'ouvrir une boîte achetée, on faisait les encres et bon, c'est toutes des choses que l'on perd par rapport à l'industriel, on achète et bon, on ne sait plus comment fabriquer. Donc, je lui rends hommage surtout à René Coquelet, qui était un imprimeur fabuleux en taille douce, qui m'a appris à imprimer donc la taille douce normale, qui m'a appris à imprimer, au vin blanc aussi pour blanchir parfaitement les fonds de teinte, à faire des contre-collés avec du chine, à imprimer sur de la peau de mouton, etc., du parchemin. Enfin bon, j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre toute cette méthode, voilà, qui me permet d'avoir une certaine technique d'impression,
Par exemple, là, bon, vous avez les mousselines qui sont posées. Donc, vous avez la première qui essuie les parties les plus noires. La deuxième, on essuie en deuxième essuyage les parties grises et tout ça. Et on approche progressivement le blanc pour finir après avec un tampon à la potasse. Voilà, donc on voit l'essuyage. Alors bien sûr, cet essuyage manuel qui se fait sur une épreuve d'état et puis sur les épreuves d'artistes se font bien sûr industriellement par essuyage sur les machines taille douce de Périgueux quand ils tirent les timbres. Bon, vous avez des raclettes et tout ça qui font le même travail mais industriellement, quoi. Voilà, donc la deuxième partie. Voilà. Et là, bon, c'est une finition avec un petit chiffon avec de la potasse à 10% dans l'eau, de façon à ne pas avoir de teinte sur le fond et avoir parfaitement le papier blanc et simplement tous les éléments de la gravure bien en place et bien propres, noir sur blanc. Moi, j'aime bien tirer sur le noir pour voir ce que donne ma gravure, ou voir même des bruns foncés, des sépias ou sanguines. Voilà, c'est ce qui permet le mieux de voir un petit peu ce qu'on a réalisé. Les tirages que l'on fait comme ça servent énormément à affiner le travail, parce que vous ne pouvez pas arriver à une gravure parfaite du premier coup. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir la suite. Voilà. Voilà. Après ça, je vais poser ça sur ma presse. Voilà. Donc, ce que vous voyez en haut, donc là, c'est pour faire la mise en page au crayon pour bien placer le papier bien droit. Et puis en haut, vous voyez la feutrine qui va servir à l'impression. Je pense, voilà, on pose le papier. Alors, les papiers sont légèrement humidifiés. En fait, il faut qu'ils soient humidifiés, comme on disait chez la courrière, vieux mouillé, c'est-à-dire de 24 heures, 48 heures, bien 48 heures, c'est bien, de façon à ce que les fibres soient très gonflées et on dit que le papier est beaucoup plus amoureux. On peut tirer à sec aussi, mais alors là, il faut énormément de pression. Quand on tire comme ça des épreuves, le mieux c'est de le faire en papier mouillé, avec un papier, comme je disais, très amoureux. Donc vous voyez le cylindre avec ces feutres-là. Donc quand je vais tourner la manivelle, tout l'ensemble va passer dessous les feutres qui vont adoucir la pression et forcer le papier à rentrer dans les tailles gravées. Voilà, donc on va tourner, vous voyez le passage d'un côté à l'autre. Alors, c'est des presses qui peuvent atteindre de 600 kg de pression à 6 tonnes au centimètre carré. Alors, selon les formats, selon la finesse, selon bon, ben, le pressier règle sa machine de façon à ce que son. Des fois, il faut une ou deux épreuves pour arriver à bien trouver la bonne pression sur la presse. Voilà. Donc après, donc on est passé de l'autre côté, sous les rouleaux. On va soulever les langes. Ces feutres s'appellent des langes. Voilà. Et on découvre enfin ce petit carré imprimé. Voilà. Donc c'est une épreuve d'état, c'est-à-dire que là-dessus, si vous voulez, bon, je vais la faire sécher et après je vais la regarder au binoculaire par rapport à ma maquette, de façon à apporter à l'outil, si vous voulez, les petits détails, les renforcements, des fois le remplissage de la lettre que je ne fais pas tout de suite, enfin tout un tas d'éléments, si vous voulez. Alors, bon, des états, il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux ou trois. Je me souviens avoir fait un portrait de Grace Kelly où j'avais quand même 8 états consécutifs pour arriver vraiment à ce que ça soit, le modelé soit parfait, quoi. Voilà. Alors on vient, on tire, on reprend, on retire, et puis jusqu'au moment où on s'aperçoit que le rapport entre la maquette dessinée et puis le résultat du timbre est bon, donc on n'a plus besoin d'aller plus loin pour faire, euh, pour faire le travail. Donc voilà, on range ses épreuves là, et puis on prépare le retour du poinçon, bien graissé, bien propre. Voilà donc deux épreuves d'état. Voilà, qui m'ont servi à faire les retouches.
Donc déjà, même, je vois tout à fait, je me souviens tout à fait des retouches que j'avais fait. Bon, par exemple, on voit que la lettre est cernée, elle n'est pas remplie, enfin, etc. Monaco non plus. Enfin, voilà, c'est un travail de patience, de comparer la maquette et puis le résultat imprimé pour savoir les retouches que l'on a à réaliser. Voilà le timbre final, donc du rendu. Alors c'est assez intéressant de voir comment le report a pu donner des espèces de couleurs un peu rosées à l'avion. Enfin bon, ça joue selon les couleurs. Le petit trait que vous voyez là n'est pas de machin, ça vient de la collection du petit plastique qui est venu dessus. Voilà, donc on a, quand on fait un timbre-poste, vous pouvez regarder ce qu'il y a au niveau de la signature. Bon, vous avez fil à poste là, 2014. Je rappelle que fil à poste est quand même une des dernières imprimeries à faire de la taille douce de ce niveau-là, au niveau de l'impression. Et c'est important à préserver dans le sens où c'est une identité formidable, quoi, voilà. Parce que bon, on avait des gens qui avaient des belles imprimeries sur des pays qui avaient des belles imprimeries qui ont arrêté, et maintenant Fil à Poste reste une des dernières grandes imprimeries à faire de la très très belle taille douce, et surtout employer ce système de couleurs avec 3 couleurs en report, 3 couleurs en taille douce maximum. Bon, vous avez des gens qui font de la très très belle taille douce aussi, c'est chez les Tchèques, où ils font pas du tout la même technique, c'est-à-dire qu'en fait il faut graver un bloc par couleur. Des fois ils ont 7, 8 blocs qui viennent se superposer. Voilà. La difficulté de faire ces rapports de couleurs pour Périgueux, c'est aussi de séparer les couleurs et de faire des systèmes d'ancrage, si vous voulez, d'essuyage couleur par couleur. Bon, mais ça, c'est leur méthode. Ce sont les seuls à le faire dans le monde et je trouve ça formidable. Alors, je voulais revenir sur les signatures. Quand vous avez une seule signature à droite, ça veut dire qu'en fait, le graveur est à la fois dessinateur et graveur. Et quand vous avez 2 noms, un à gauche et un à droite, ça veut dire qu'à gauche, vous avez le dessinateur et à droite, vous avez le graveur. Parce que, bon, bien sûr, on demande aussi à certains dessinateurs de faire des projets de dessin pour de la gravure, qui est très intéressant au niveau du graveur, parce que déjà, c'est des sujets souvent qu'on n'a pas l'habitude de travailler soi-même. En plus, souvent, la façon de dessiner nous fait sortir un petit peu de nos techniques personnelles, c'est-à-dire que, bon, vous avez des fois des crayonnés très croquis où il faut rendre à la fois la matière du crayon, etc. Enfin, c'est très enrichissant, je trouve, de graver à partir de dessinateurs, d'autres dessinateurs. Voilà. Donc, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. C'est-à-dire, je suis obligé de sortir de mon métier habituel de graveur pour réaliser parfaitement ce qu'a voulu exprimer le dessinateur. C'est aussi très passionnant. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, avant peut-être juste de commencer, je me permettrais une petite question, moi. Quel est votre parcours, Monsieur Albuisson, juste avant tout ça? Où est-ce que vous avez fait vos armes, si j'ose dire? Mon parcours, moi, j'ai été donc passionné de dessin tout jeune. Voilà. Bon, je suis issu d'une famille de compagnons du Tour de France depuis Louis XIV, donc les métiers manuels nous importaient quand même beaucoup. Et puis vers 7 ans, oui, voilà, j'ai découvert un jour, à période de Noël, dans une librairie, un livre d'Albert Durer ouvert. Et ça m'a passionné. J'ai demandé à mes parents s'il n'est pas trop cher. J'aimerais bien ça comme Noël. Ils se sont vraiment posé des questions, hein, parce qu'à cet âge-là, c'est plutôt Mickey Mouse. Donc, on était sur Albert Durer, des gravures sur bois et tout, et ça m'a passionné, quoi, voilà. Alors, je me suis mis à copier ces Durer au crayon, après à la plume, et puis un petit peu plus tard, bon, j'ai suivi des cours du soir aux Beaux-Arts de Mâcon, qui était une école nationale des Beaux-Arts, et puis j'ai fait ma première gravure, une copie de Durer, voilà.
je me suis débrouillé à trouver des outils. Quand on est jeune et passionné, on trouve toujours ce qu'il faut. Oui, oui, bah, j'imagine bien. Et après, bon, bah, ça a été des études aux Beaux-Arts, après les études secondaires, des études aux Beaux-Arts avec un diplôme national de gravure. Après ça, au niveau diplôme national de gravure, 1 an après, j'avais été prix Ranxeros de gravure, un prix international. Ensuite, un autre prix de l'Académie française pour la gravure sur toutes les manières noires, enfin, etc. Ensuite, à l'âge de 25 ans, j'ai vu que s'ouvrait le concours des meilleurs ouvriers de France. Comme j'étais passé par les Beaux-Arts, j'étais pas passé par Estienne et autres, qui est plus formel au niveau de la technique. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça pour voir un peu où je me trouve face à des gens dits de métier avec un M majuscule, quoi. Et puis, bon, bah, ça a marché. Je me suis retrouvé meilleur ouvrier de France, voilà. Et puis, j'ai été 5 ans enseignant dans une école des Beaux-Arts, voilà, que j'ai quitté parce que la pédagogie ne me plaisait plus. C'était apprendre à désapprendre à des gens qui étaient bacheliers. Bon, je comprenais pas bien, j'ai pas voulu continuer. Et c'est là où j'ai commencé à poser une candidature au BEPTOM enfin, j'avais envoyé des gravures à Monsieur Descaries, que je connaissais, lui demandant si, par rapport à mes gravures, il pensait que j'avais mon titre de meilleur ouvrier de France, je lui pensais que ce serait possible que je fasse du timbre-poste. Il m'a envoyé une super lettre, super sympa, en me disant que oui, il m'a donné l'adresse du BEPTOM. Voilà, donc j'ai pris contact avec eux et puis bah, j'ai fait mon premier timbre pour eux, un timbre pour le Mali sur Pierre Curie. Voilà, et puis après, ben, ça s'est enchaîné. Bon, parallèle à ça, j'ai eu aussi pas mal de travaux en œuvre d'art personnelle, donc avec des biennales internationales de gravure, des grands prix. Bon, j'ai exposé au Brésil, aux États-Unis, à peu près tous les pays d'Europe, en fait, surtout sur les biennales, le Japon. Et puis, il y a eu des rencontres aussi passionnantes avec Roger Caillois de l'Académie française, qui a été un pilote au niveau de la pensée, si vous voulez, hein, de la vision, d'une certaine vision du monde, etc. En particulier avec des ouvrages comme Esthétique généralisée, qui est absolument fabuleux, et puis bien d'autres choses. Et puis, dont j'ai illustré plusieurs ouvrages, dont un au Japon. Il y a eu aussi la rencontre Marguerite Yourcenar, aussi écrit dans un jardin, voilà, lors de son entrée à l'Académie. Voilà, au siège de Roger Caillois. Et puis d'autres illustrations pour les bergers d'Auvergne, Contes de Noël des bergers d'Auvergne, des choses comme ça, des choses passionnantes. Et puis pas mal d'œuvres gravées pour des expositions en galerie d'art. Voilà, même encore maintenant, je m'occupe un petit peu de ça. Ben, j'ai vu qu'il y avait. Bon, je remercie le musée de la Poste pour l'exposition. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, comme la présentation qu'ils ont faite de mes travaux, c'est vraiment superbe. Je les en remercie. Je transmettrai le message. Ouais, ouais. Voilà. Bah, oui, merci à vous. Alors c'est vrai qu'à cette occasion, on le rappelle, hein, je crois l'avoir dit, mais je me souviens plus vraiment, que vous êtes exposé en ce moment dans nos murs dans le cadre de l'exposition Alpa. Voilà. Et des gravures qui ne sont pas toutes d'ailleurs destinées au timbre, je crois. Hein. Enfin, des gravures aussi autonomes. Hein. Ce que je voulais rajouter un petit mot aussi, c'est à un certain moment, j'ai senti que la taille douce fléchissait en France et tout ça, et donc j'ai pris un petit peu le taureau par les cornes, et puis j'ai créé cette association Art du timbre gravé, où j'ai été président pendant 11 ans, et cédé la place à Pascal Rabier, que le musée de la Poste connaît très bien pour être un ancien conservateur, voilà. Et donc l'idée, en fait, c'était de réunir un petit peu tout le monde philatélique, depuis les collectionneurs, les graveurs, les artistes, Philaposte, aussi les négociants, enfin réunir tout ce monde qui se disait simplement bonjour, des fois pas avec un grand sourire, et je me suis dit, bon, pour faire quelque chose au niveau de la taille douce, il faut réunir tout ce monde-là, et c'était la base finalement de l'art du timbre gravé, et c'est une belle réussite, je trouve. Actuellement, bon, ça perdure, il y a des gravures qui sont réalisées, offertes, enfin bon, c'est passionnant, quoi.
Voilà. Puis c'est aussi la défense, comme je disais, d'un des derniers lieux à travers le timbre-poste de la vision figurative. Hein, parce que bon, on a des tas d'écoles d'abstraction actuellement où la réalité est déformée, mais la pureté dans la figuration, le timbre-poste reste une des dernières grandes écoles. Est-ce que vous avez recours à la GAO, donc gravure assistée par ordinateur, ou est-ce que vous estimez que cela représente un risque ou une déperdition de savoir-faire, ou au contraire une augmentation de ces savoir-faire? Moi, je pense qu'elle est utile dans certains cas, mais si on la prend, la GAO, avec un système comment dire, mécanique, si vous voulez, de transposition d'un dessin, je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire, vous regardez un timbre-poste, je trouve que le timbre-poste français, il est à l'image de la France. Vous prenez une petite colline en marche, vous avez fait un petit mont de 500 mètres, vous êtes derrière le paysage n'est pas le même. Et chaque région, et finalement, vous regardez tous les artistes du timbre-poste, c'est la même chose. Vous prenez un travail fait par Monsieur Laverne, c'est pas un travail fait par Pierre Albusson. Pierre Albusson, c'est pas non plus Sophie Beaujard ou Elsa Catelin ou Monsieur Jumelé. Chacun a, si vous voulez, a une façon de transcrire graphiquement, voilà, sa vision du monde, quoi, sa vision du sujet, tout ça. Or, je pense que la GAO, si on se prive de la partie créatrice, si vous voulez, et simplement de reproduction par le système de trame et autres, eh ben, ça devient mécanique et bon, pas très moins intéressant. Voilà. Mais par contre, elle peut soutenir à certains moments un travail. Bon, je suis pas tout à fait vraiment contre. Hein. Je pense que c'est un outil supplémentaire qui ne doit pas enlever à l'artiste l'aspect créatif et pluraliste des visions graphiques. Voilà. Ça rejoignait finalement un peu ce que vous disiez en préambule de votre présentation sur l'intelligence de la main, l'intelligence tout court, qui doit perdurer. Et c'est vrai que des outils comme ça, tant qu'il reste des outils. C'est comme si on disait que la photo remplace le dessin, quoi. Voilà. Ça. On l'a dit à un certain temps. Voilà, à une certaine époque. On l'a dit à un certain temps. Oui. Et finalement, non. On voit, par exemple, des fois on travaille. Moi, ça m'arrive de faire des portraits pour des personnes à partir de documents parce que la personne n'existe plus ou autre. Mais ça devient totalement autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve l'âme de la personne, mais on retrouve l'âme de la personne avec l'esprit dans lequel l'artiste le transmet. Voilà, et la même photo reprise par 2-3 dessinateurs différents aura totalement un esprit différent. Et voilà, c'est ça là, ce qui est passionnant. Bah écoutez, merci pour cette réponse. C'est vrai que, alors pour ne rien vous cacher, on avait déjà posé la question à une autre invitée, Elsa Catelin, qui nous avait répondu des choses très similaires. Donc on sent qu'il y a une unité d'esprit Je pense que même les techniciens à Périgueux conçoivent bien cette chose-là. Je pense que bon, c'est un outil qui a son utilité, mais qui n'empêche pas les deux doivent vivre ensemble en bonne communion. Voilà, c'est ce que je dis. De toutes les étapes que vous avez présentées, donc on l'a vu, hein, toutes ces étapes sont-elles nécessairement réalisées par le graveur lui-même? J'imagine qu'en creux, il y a la question de la collaboration des corps de métier derrière cette question, ou alors au contraire, est-ce que le graveur a la main mise comme ça sur ce que vous disiez, donc l'ancrage, les étapes que vous avez citées tout à l'heure? Je pense. Hein. Bon, il y a peut-être des graveurs. Je crois que André Otto faisait pas d'épreuve. Je ne sais pas comment il faisait il devait ancrer son bloc et puis regarder, voilà, parce qu'il n'avait pas de presse. Donc, mais je pense qu'on est à peu près tous dans une vision semblable, je pense, hein, de travail. En tous les cas, au niveau de la gravure, c'est le graveur qui grave, quoi. Voilà, c'est sûr. C'est pareil le dessin et voilà, il n'y a pas de. Je
pense pas qu'il y a des petites mains, voilà, qui font le boulot, quoi. On ne sait jamais, des ateliers. Ça se verrait de toute façon. Alors, suite de la question, est-ce que vous pensez que dans le cas d'une œuvre dessinée par un autre, donc c'est un peu ce qu'on disait, vous devez quand même le réinterpréter pour l'adapter à votre technique de gravure. Donc, Oui, il peut y avoir une réinterprétation par l'outil de la gravure, mais le dessinateur le sait. Par exemple, même si c'est une aquarelle qu'il a réalisée, il sait très bien que, bon, je me souviens d'une aquarelle qu'avait fait Monsieur Tarascov. Bon, ben, j'ai fait presque sentir que c'était une aquarelle. Ce qu'on essaye, c'est vraiment d'être le plus proche de ce qu'a réalisé le dessinateur, hein. Autant dans l'esprit que dans la partie vraiment visuelle technique, quoi, hein. Voilà. Alors, oui, bien sûr. des fois, on s'entend mieux avec certains dessinateurs que d'autres, hein, voilà, mais ce qui ne veut pas dire qu'on réussit moins bien avec ceux avec qui on s'entend moins bien, mais c'est plus difficile, par exemple, ou on le sent moins facilement. Ou par exemple, ça m'est arrivé d'avoir un dessinateur et puis le premier timbre d'avoir peiné dessus en heures pour arriver à ce que était sa réalisation, et puis avoir eu un deuxième timbre à faire de la personne avec beaucoup plus de facilité parce que je connaissais déjà l'esprit dans lequel il dessinait. Oui, je vois. Ouais. Oui, bah, c'est là qu'on peut souligner véritablement et expulser l'idée que la gravure reste quelque part dans le domaine de la copie. C'est pas du tout ça, c'est vraiment une réinterprétation et il y a vraiment effectivement la veine artistique qui ressort. C'est, je crois, ce qu'il faut souligner. Vous me contredirez. Ouais, c'est ça. Vous mettez à peu près en moyenne combien de temps pour faire un poinçon? Ça peut aller sur des timbres simples à 50-60 heures jusqu'à 100-150 heures, quoi. Voilà, voire plus sur certaines choses. Bon, en fait, le graveur ne calcule jamais par rapport à. On a des temps imposés, bien sûr, hein, par rapport au calendrier de sortie du timbre, d'impression, etc. Mais bon, c'est toujours assez margé, assez bien pour que voilà. Mais bon, le graveur, quand il a un timbre difficile, c'est samedi, dimanche, et puis c'est tard le soir et tôt le matin, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que je ne réfléchis pas trop à ça. Moi, je me mets dans ma binoculaire. Ce que je veux, c'est arriver à quelque chose qui me satisfasse complètement. Donc, je crois que j'ai jamais, je vous dis approximativement, mais j'ai jamais calculé réellement le nombre d'heures j'y pense même pas. En fait, je suis sur mon travail et puis voilà, il faut le temps qu'il faut, comme on dit, pour refroidir le canon, quoi. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Ouais, je vois, d'accord. Ok, bah non, mais c'est vrai qu'on retiendra quand même effectivement voilà, sans rentrer dans la spécialisation, la quantification un peu mathématique et chirurgicale, ouais, un petit poisson entre 60 et 80 heures, ça donne une idée approximative pour nos amis auditeurs là, qui. Ça dépend aussi de la rapidité des graveurs. Hmm. Bon, vous avez par exemple, quand moi, il y a 25-30 ans, je gravais pas aussi vite que je grave aujourd'hui. Je veux dire, on arrive à un tel métier, la main est tellement faite et tout que bon, c'est comme un très bon. Je parle souvent de musique parce que j'adore la musique, j'en fais. Bon, ben c'est comme celui qui vous ouvre une partition difficile et puis ça vole. L'étudiant qui est tu mesure par mesure, phrase par phrase, etc., quoi, voilà. Bon. Et je pense que dans les jeunes graveurs qui viennent, ce serait bien que Périgueux fasse de façon à ce qu'ils puissent prendre leur temps, quoi, pour bien assimiler encore leur métier et tout ça, quoi. Ouais, ça serait pas mal important. Autrefois, on avait dans les timbres-poste, on avait les documents philatéliques à faire. Je ne sais pas si vous voyez, hein, pour le document philatélique, les gravures là, qui faisaient 10 sur 8 ou 10 ou 8, 12, tout ça. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait plus ça pour des jeunes graveurs, parce que ça nous faisait quand même travailler énormément la main, quoi, la patte, quoi. Ah, on voit très bien les documents philatéliques, on en a un certain nombre au musée de la Poste, donc effectivement.
des sacrés chefs-d'œuvre en document philatélique, il y a des choses exceptionnelles, hein. Exceptionnelles. Hein. Ah, une question célébrité, tiens. À votre avis, quel est le graveur le plus connu? S'agirait-il d'Albert de Caris? Alors, en France ou tout pays confondu? Ah, le monsieur, Allez, on va répondre. On l'histoire va ne le dit pas. répondre. Il y a dans les graveurs connus, bon, il y a Gandon qui a fait de très belles choses, Descaris aussi, son œuvre est magistrale. Hein, quand on voit des cuivres gravés qui font 1,50 m sur 2 mètres, avec des attaques au burin, c'est dément, quoi. C'est une grandiose, c'est un académicien, Académie française, oui, mais bon, il y a Felpin qui a fait de très belles gravures, oui, bon, dans les graveurs français, il y a des très, très, très bons graveurs, quoi. Puis même les graveurs qui étaient à Périgueux, bon, on voit de temps en temps des gravures de Monsieur Jumelé ou de Monsieur Larivière. C'est pareil, c'était des pointures, quoi. Hein. Sinon, en international, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le graveur, Slania. Slania, il a fait des œuvres magnifiques, aussi bien en timbre-poste qu'en billet de banque. C'est prodigieux ce qu'il a fait. Ouais. C'est un grand, grand maître de la gravure. Puis sinon, dans l'histoire, dans l'histoire vraiment de la gravure, depuis le 15e jusqu'à aujourd'hui, la France s'est bien tenue. C'est très, très bien tenu en gravure. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, effectivement. Comme Nanteuil, par exemple, le graveur des portraits de Louis XIV et tout ça, qui est à la base au niveau technique, finalement, de toute la technique qu'on appelle banknote, des billets de banque, on appelle ça technique de gravure américaine, mais vive Nanteuil. Hein. Ouais, c'est fabuleux. On se penche sur tout le monde de la gravure. Ouais. C'est vrai qu'il apparaît que la France... Il mérite un timbre, Nanteuil. Il mérite un timbre, et puis surtout qu'en fait, c'est un anniversaire de sa naissance prochainement, je crois, sur l'année 23, je crois. On passera le message à nos, voilà. à nos amis de Philapost. Écoutez, d'accord, super. Mais c'est vrai que, puis en plus, l'histoire, vous avez mentionné, dans l'histoire, il y a des noms de la gravure qui sont... Et sinon, dans les gravures aussi, je trouve que en gravure chez les Tchèques, il y a des gravures en taille douce qui sont exceptionnelles. Surtout les gravures en couleur, moi, c'est des petits trésors. J'en ai plein à la maison. C'est rare que j'en ai pas un ou deux sur ma table de travail pour me faire plaisir à regarder ça à la pellicule. C'est très, très beau. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est difficile de... Ah oui, c'est sûr que faire un rapport exhaustif de tout ce qui se fait. On peut aussi en Autriche. Il y a une très, très belle chose en Autriche aussi. Oui, c'est là où on comprend que les philatélistes se régalent. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que, de votre point de vue d'artiste, la manière noire permet d'évoquer ou d'exprimer qu'aucune autre technique ne permet? Oui, bon, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée pour mes œuvres, que je reprends d'ailleurs après l'avoir laissé une dizaine d'années ou après avoir fait une ou deux gravures parcellaires, quoi. Et en fait, c'est une technique qui permet d'avoir un noir d'une densité absolument exceptionnelle. On pourrait arriver à faire un portrait visible sur la plaque, et en tirant la plaque voir sur le papier du noir, simplement, et il suffirait de le mettre en lumière pour voir la transparence et le portrait se dégager, tellement les noirs sont denses et à travailler, quoi. Misotinto, elle s'appelle aussi, c'est-à-dire multiteinte. C'est une technique qui est née en 1670, je crois. Et donc, on se sert d'un verso, c'est-à-dire, c'est comme un hachoir à persil, si vous voulez, hein, avec des dents, de façon à pouvoir le faire avancer. Ça fait une multitude de petits points.
mais de petits points qui sont à la fois piqués dans la plaque et qui sont refoulés en relief. Ce qui fait que ça fait un grain à la fois qui est à l'intérieur de la plaque et qui est boursouflé sur la planche. Et après, ben, on grave avec des petits grattoirs, on essaie d'aller du noir vers le blanc. C'est comme si on faisait au fusain une grande page noire et qu'on dessine à la gomme, si vous voulez, toutes les nuances. Caillois adorait ça parce qu'il disait que ça faisait tomber les plans de ténèbres. La lumière, il aimait bien ça, quoi. Mais c'est fabuleux, quoi. C'est une belle technique et industriellement, on n'a pas trouvé un moyen de rendre l'équivalent. Par exemple, bon, l'offset vient de la litho, l'hélio vient de la gravure sur cuivre par acide. Etc. Et il y a toujours eu une technique où la typo vient de la gravure sur bois. Il y a toujours eu une partie manuelle qui s'est transformée en partie industrielle, mais la manière noire n'a jamais trouvé son industrialisation. Voilà. C'est une technique très longue parce que pour grader, il faut des heures et des heures. Après, la gravure est beaucoup plus rapide que sur un burin, mais bon, ça demande une certaine dextérité, quoi. Puis elle revient parfaitement à la mode actuellement. Je vois sur Facebook, il y a des expositions en Russie, il y a beaucoup de sociétés d'amoureux de la manière noire, etc. C'est une technique qui attire énormément actuellement. Elle a eu une période très intense au moment de l'hyperréalisme, avec des Gauguin et tout ça. Elle est retombée un peu et elle revient aujourd'hui. Pourquoi spécialement aujourd'hui, vous diriez? Enfin, c'est intéressant ce retour de technique comme ça. Alors, souvent, il y a pas mal de choses réalisées en clair-obscur. Hein. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de choses fantastiques avec. Les sujets sont variables, mais je dirais plutôt près du réalisme aussi. Oui. Mais je sais pas, le goût vient. Les Japonais l'ont jamais abandonné. On a toujours eu quelques très très bons graveurs japonais qui ont continué à perpétuer la manière noire. Ouais. Mais en France, bon, un peu moins. Dans les gens qui gravent très bien, il y a une certaine Madame Rothschild qui fait pas de relation, je pense, avec le banquier, mais fait de très très belles manières noires. Bon, il y en a d'autres. Hein. Pierre Albusson, par exemple, se débrouille pas trop mal. Votre usage de la manière noire semble associé à une réflexion, voire à une démarche mystique ou spirituelle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et moi, je vous poserai aussi une autre question qui va un peu dans un sens pareil. J'ai cru noter dans votre, voilà, dans les œuvres qui sont présentées, en tout cas dans notre exposition, un lien assez fort avec la nature. Et je voulais tout simplement vous demander si, voilà, quelle en est la raison? Est-ce que c'est un simple hasard iconographique ou alors est-ce que vous avez vraiment est-ce que ça fait partie de vos thématiques peut-être privilégiées Déjà, la gravure, pour moi, c'est une religion, dans le sens de religarer, relier. Hein, c'est l'homme relié au monde, relié à son environnement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est obligatoirement religieux à s'adapter à une religion. C'est une vision spirituelle du monde, etc. Le fantastique, moi, il est né d'une façon très particulière. C'est-à-dire que j'ai créé des formes à partir de l'écriture automatique surréaliste et j'arrivais toujours à certaines formes. Et puis je tombe sur une phrase d'Albert Dürer dans un de ses traités qui disait « De toute façon, quelle que soit la forme que tu crées, de toute façon, tu as dû la voir dans la nature ou c'est en mémorisation dans ton cerveau. » J'ai dit « Tiens, c'est bizarre, ça, c'est ces choses que je décide à partir de ça, donc ça doit exister. » J'ai commencé donc à chercher dans la nature les éléments qui correspondaient à cette vision d'image mentale, quoi, si vous voulez. Hein. Je suis passé de ces images mentales qui ressemblaient à des images réalistes dans la nature, en ayant regardé la nature autrement que ce qu'on la voit, c'est-à-dire à travers les insectes, à travers plein d'éléments.
Voilà, et puis un assemblage de données par rapport à un thème particulier qui devenait fantastique, ce que Roger Caillois appelait le fantastique naturel, c'est-à-dire dans l'image qui fait accro au monde réel, mais qui fait partie du réel. Voilà, l'explication du fantastique. Alors, je l'ai travaillé ce fantastique un certain nombre d'années, jusqu'au moment où j'avais l'impression d'avoir fermé le cercle. C'est-à-dire, ça devenait redondant, c'est-à-dire je retrouvais toujours les mêmes choses. J'aurais pu continuer à faire ces images-là, mais bon, d'un seul coup. Et puis il y a eu ce changement chez moi de passer du monde de la ville au monde de la campagne, hein, où j'ai commencé à habiter à la campagne, face à un vieil arbre qui était l'enraciné, là qu'on voit en gravure au burin, qui est déjà fantastique parce qu'à travers toute sa description, on y voit plein de choses, quoi. Ça rejoignait un peu mon fantastique tout en retrouvant la partie naturelle et figurative à percevoir plus facilement, quoi. Voilà. Et donc, et après, bon, bah, j'ai un petit peu laissé tout ce fantastique pour me retrouver vers des choses plus proches de la nature, des êtres un peu exceptionnels, comme ce chaman que j'ai rencontré, qui était vraiment très curieux, personnage assez exceptionnel, quoi. Donc, toutes ces visions du monde m'intéressent toujours. Voilà. Je vois. Ok. Bah, oui, donc quand même une attention particulière portée justement sur, enfin, j'ai presque envie de parler de force spirituelle à l'œuvre. Tout à fait. Dans la nature, pour moi, un arbre, c'est pas seulement un arbre, quoi. Un arbre, il a une vie. Un arbre, si on sait l'aborder, il parle, il vous dit des choses. C'est une vision supranaturelle, quoi. Voilà. Ouais. Il m'est arrivé de passer un chemin, de sentir un arbre souffrir, et puis de chercher, et puis de le voir bourré de clous. Ouais. Mais bon, on ne sait pas pourquoi, on est connecté comme ça, voilà. Et puis dans le dessin, c'est la même chose. Quand je dessine quelqu'un, en principe, quand je dessine quelqu'un, j'essaie de ressentir profondément son âme et tout ça. Et d'ailleurs, dans un dessin, au moment où je crois avoir réalisé le dessin, j'ai l'impression, un millième de seconde, que la personne a bougé. Je la vois vivante, qui a bougé. En principe, je pose tout. Sur le dessin. Ça n'est pas fini. C'est-à-dire, en fait, il y a eu, je sais pas, c'est pas explicable comme ça. Je peux en parler. Ça se ressent. C'est des ressentis qu'on peut pas expliquer vraiment. C'est vrai. Alors, quelque chose qui, je vous pose là aussi la question telle qu'elle me vient, mais quelque chose qui, moi, m'a frappé dans votre travail, c'est l'extrême précision de vos traits. Enfin, en discutant avec notre collègue Monica Novaka, votre travail brille par la multiplicité du trait qui donne du coup une sorte d'extrême réalisme finalement à l'image que vous mettez en lumière. Est-ce que ça a aussi peut-être un rapport avec cette démarche presque spirituelle que vous avez? Est-ce que finalement toute cette multiplicité du trait va dans le sens d'être au plus proche de la force qui est en face de vous? Être le plus proche de la forme, des lumières, des valeurs, de tout ce qui fait la personnalité de ce que je vois. C'est important. Si je veux arriver à l'animer dans mon dessin, c'est-à-dire à rendre à une partie de cet anima qui existe dans l'objet, que ce soit un portrait ou un arbre, je suis obligé d'aller au fond des choses pour ressentir, et hop, ça se met en place et ça devient vivant pour moi. Voilà. Oui, donc en fait, c'est votre vision, voilà, cette vision-là, elle se transcrit à la fois dans le choix du sujet, mais aussi dans la manière, dans la forme de traiter. Que vous. Il y a presque comme une transfiguration. Ouais, ok. Voilà, hein, du sujet. Voilà, transfiguration dans le sens où normalement on doit sentir son anima, quoi. Je vois.
c'est une relation intime d'anima avec le dessinateur, le dessin, etc., quoi. Bah écoutez, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'aime la figuration, en fait. Ouais. Du coup, vous partez pas dans le terrain de l'abstrait pour ces mêmes raisons, j'imagine. Non, non, non. Non, non. Alors, on peut penser que c'est fantastique était quelque chose d'abstrait et tout ça. Non, mais en fait, c'est presque toucher un monde double. Quand quand je grave le soleil noir, je suis presque dans un monde double où le rideau se déchire pour trouver autre chose, quoi, mais qui fait partie de la réalité. Ouais. Ok, formidable. Bah écoutez, merci, très intéressant. Merci de ces explications. Dans mes portraits que je fais en timbre, j'essaie de faire participer mon image de timbre comme ça aussi. Combien de timbres avez-vous gravé? Est-ce que vous avez le chiffre à peu près? Alors on passe du concept. Réellement, je pourrais pas te donner le chiffre exact. Oui, vous ne savez pas. Ils sont très nombreux, et si je prends tous les documents philatéliques, tout ce qui tourne autour de la philatélie, bon, il y a plusieurs centaines de choses, mais non, j'ai jamais fait le calcul. Il faudrait demander ça à quelqu'un qui ait fait une thématique sur mon travail. Bon, il y a quelques philatélistes, mais je suis incapable de. Comme d'ailleurs, la plupart de mes thèmes sont très très mal rangés. Voilà. D'accord. Bah écoutez, voilà. On fera des recherches ultérieures et on vous dira. Les seuls timbres rangés que j'ai, c'est les timbres qui me plaisent énormément d'autres graveurs ou d'autres dessinateurs, même des timbres en offset ou autres, voilà, alors ceux-là, je les range. C'est curieux, hein? Bah, ouais, pour moi, le travail est fait, je ne me vois pas ranger. Bon, celui-là, bon, voilà, c'est comme ça. Vous savez ce qu'on dit des cordonniers. Hein. Voilà, ouais, les coordonnées. Voilà. Et puis peut-être que je ne suis pas foncièrement philatéliste dans le sens de la collection, quoi. Voilà. Et le timbre-poste, par contre, à ma naissance, mon père avait commencé une collection de timbres à mon nom. D'accord. Comme ils étaient sur Madagascar, j'avais plein de timbres de Madagascar et tout ça. Ouais. Enfin, c'est la petite anecdote. Voilà. Un amour particulier pour Madagascar. Voilà, voilà. Ben, je suis né là. Ah, d'accord. Eh ben oui, tout s'explique. Quelle est la place de Eugène Lacac parmi les graveurs dont il était question tout à l'heure? Il ne me semble pas avoir remarqué son nom sur des timbres émis par la poste. Bonne question. C'est un très bon graveur. Voilà. Voilà, c'est Eugène Lacac, c'est un très bon graveur qui était, je crois, meilleur ouvrier de France. Il y a eu aussi il y a Lynn Filon qui a été mis en médaille. Et je suis en train de chercher, on ne revient pas, une personne qui a exposé là, qui a exposé des sculptures, qui travaillait pour les terres australes et tout ça. Bon, le nom va me revenir en. Voilà. Oui, mais Eugène Lacac, il a fait de très belles gravures, très fines, très raffinées, tout à fait. Voilà. Bon, c'est un personnage pas facile au niveau du caractère, mais qui a fait de très belles choses. Je ne le connais pas personnellement, je pourrais pas vous dire. Voilà, comme quoi, ouais. D'accord, donc bon graveur avec son caractère, donc très bien. Voilà. Très bien, très bien. Quant à la deuxième partie du normal, il était alsacien, me répond la. Cher monsieur, sachez que je suis alsacien également, attention. Hein. J'aurais pas osé le dire. Bon, les gens d'Alsace n'ont pas si mauvais caractère, enfin. Donc, il faisait des gravures assez intéressantes. Il travaillait aussi pour des rouleaux gravés pour les tapisseries, je crois. Et il avait des méthodes de graver sur cylindre et tout qui étaient assez exceptionnelles, assez intéressantes à connaître. Voilà. Alors effectivement, sur ce monsieur Lacac, on nous disait, on nous rajoute qu'il gravait les cylindres pour l'industrie de l'ennoblissement du textile. Voilà.
Sinon, moi, je pense que ce qui serait intéressant aussi pour les philatélistes et les personnes qui s'intéressent à la taille douce, c'est de rejoindre Art du timbre gravé. C'est une association qui est très vivante, qui permet de rencontrer énormément d'artistes et que ce soit graveurs ou dessinateurs, qui travaillent pour la France, pour Monaco, pour les pays d'outre-mer, etc. Cette association offre une très belle gravure chaque année à chacun de leurs membres, deux revues aussi sur des thèmes. Si vous aimez vraiment la taille douce, la gravure, et que vous voulez aider la taille douce et la gravure, je pense que c'est un très très bon lieu pour, euh, pour venir renforcer les liens qui existent dans cette association. Oui, absolument. Alors, on les salue d'ailleurs, hein, puisque on les connaît bien, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Pour les personnes qui souhaitent d'ailleurs avoir plus d'informations sur cette association, qu'elles n'hésitent pas à contacter le musée de la Poste, on les redirigera avec grand plaisir. Et puis... Partenariat, je crois, en plus. Absolument. Donc, Monsieur Rabier met d'une aide assez précieuse généralement pour tout ce qui est philatélie, donc je le salue au passage. Non, c'est important quand on est une association comme ça, c'est très important de participer, oui. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que à travers les écoles, parce que l'association, quand on a fait notre 10e anniversaire, on avait invité toutes les écoles qui utilisent les formations de gravure, Estienne, l'école Boulle, puis notre école aussi sur Saint-Amour dans le Jura. Et c'était passionnant de voir un certain nombre de millions ouvriers de France venir partager leur métier avec les jeunes de ces écoles qui étaient venus avec certains de leurs professeurs et tout. C'était vraiment extraordinaire, quoi. Et bon, moi, je suis très ouvert aussi s'il y a des jeunes étudiants qui veulent des renseignements pour leur apporter des renseignements, quoi. D'accord, écoutez. À transmettre. D'ailleurs, à mon atelier, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues en stage, l'école Boulle, etc. Donc, ouais, c'est très important de suivre et on s'aperçoit qu'en fait, qu'il y a énormément de jeunes qui sont passionnés par ces métiers. Alors, la gravure, ça peut être la gravure en héraldis, ça peut être la gravure en taille douce pour l'impression, ça peut être la médaille, ça peut être le travail d'orfèvrerie, et voilà. Mais ça passionne énormément de jeunes, énormément. Ils se plaignent même que dans leurs écoles, qui font beaucoup de travaux manuels, qu'il n'y en ait pas encore assez. Donc, je trouve que c'est bien, quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, très modestement, évidemment, hein, pas du tout sur le même rapport. Nous, on organise souvent des activités un peu de gravure, mais vraiment apprentissage. Et c'est vrai que ça a souvent une bonne audience. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tous les musées proches de la gravure, à Bordeaux, il y a un musée aussi qui fait des formations comme ça. Souvent, il y a du monde. Les jeunes viennent. Les jeunes viennent, ouais. Est-ce que le graveur, dans votre définition à vous, est-il celui qui imagine le sujet, celui qui le dessine ou celui qui procède à la taille au burin? On a presque des... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le métier de la gravure, c'est à la fois le dessin. On ne peut pas être un bon graveur ou un graveur tout simplement sans avoir une base de dessin superbe. Et puis, il est aussi imprimeur. Tous les graveurs, même Slania, il venait à Périgueux, des fois il imprimait son poinçon à Périgueux. Donc il aurait pu se dire, ben faites-le. Non, il le faisait. Donc en fait, être graveur, c'est à la fois être dessinateur, graveur et imprimeur en taille douce. C'est 3 métiers en un. Voilà. Ils sont indissociables. Je crois qu'effectivement la réponse est assez complète. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans la suite des diapositives tout à l'heure, enfin des images. Ouais. Je pense que c'est la base. Mais la base principale, c'est le dessin. Parce que quand vous avez un bon dessin, la gravure, elle suit. Après, c'est la main qui, voilà, elle interprète, bien sûr, mais un bon dessin, c'est 60-70% de la gravure réussie. Ouais. Et puis c'est surtout avec le dessin qu'on appréhende le sujet. Voilà, quoi.
C'est pour ça que c'est pas toujours facile de graver quelque chose qui a été dessiné par quelqu'un. Parce que bon, il faut du métier en gravure et puis il faut pouvoir réinterpréter, ressentir qu'est-ce qu'il a voulu, comment il a voulu faire ça, qu'est-ce qu'il a voulu montrer, etc. C'était une analyse, c'est une façon de dessiner deux fois, quoi. Mais c'est passionnant parce que je trouve que ça booste la technique, notre esprit. Il est obligé d'aller encore plus loin que ce qu'il connaît. Voilà. C'est comme quand j'ai fait pour les terres australes des engins à déblayer la neige et tout ça. Vous savez, les espèces de gros. Bon, moi, je n'avais jamais dessiné ça, quoi. Bon, et puis personnellement, je me serais pas venu vraiment à l'idée de dessiner ce type de sujet, mais je me suis régalé. Ça m'a appris plein de choses. Je trouvais ça passionnant. Grâce au timbre, parce que sinon, voilà, j'aurais jamais fait ce type de sujet, quoi. Ouais. Et oui, c'est vrai que les timbres, c'est un peu la beauté de ce support, c'est que ça nous emmène vers un univers, enfin vers des univers. Il y en a Des univers. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Des univers. Et puis, comme disait une petite bachelière qui passait son bac et puis qui a eu la chance d'avoir fait une thématique sur un timbre-poste et puis elle s'en est servie pour faire son sujet, quoi. Culturellement, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, philatélistes, la plupart des philatélistes sont des personnes très, très soucieux de la culture, de savoir les choses. Un écrivain, bon, ils vont jusqu'au bout, ils vont chercher qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que si, qu'est-ce que. Ils se transforment même certains en tirades de bibliothèque. Hein. C'est pas ça. Ah ouais. Oh, des érudits. Des érudits. Oui, des érudits, ouais. Ouais, c'était pas péjoratif. Hein. Non, évidemment que non. Écoutez, pour continuer sur un peu la question de ce monsieur qui demande quelques précisions. Donc pour voilà, De Caris et Gandon, par exemple, sont des personnes qui ont procédé à des réalisations complètes du dessin à l'imprimerie. Oui, voilà. Complètement. Gandon, De Caris, ça m'étonne qu'il est gravé pour d'autres personnes. Je suis pas sûr. Enfin, sous toute réserve, hein, mais ça m'étonnerait qu'il ait gravé à partir d'un dessin de quelqu'un. Mais parce que bon, il a vraiment son style, sorti de ça, il a une trop forte vision personnelle pour pouvoir s'adapter, je pense, à. Quant à Gandon, alors là, je pourrais pas le dire, mais peut-être que Gandon a pu faire des gravures à partir de dessins d'autres. Oui. Il a fait de très belles illustrations d'ouvrages, Gandon. En dehors de son œuvre. La plupart des artistes de timbre ont des œuvres personnelles remarquables. Ouais. L'un va pas sans l'autre. Effectivement. Ouais. La Maraudia, je me souviens de Gandon, quelque chose. Hein. C'est très bel ouvrage. Sinon, il y a eu des sujets comme justement La Mare au diable, donc de George Sand. Ça a été des sujets de prédilection pour moi. Parce que tout ce qu'a écrit George Sand, j'ai lu, quoi. J'étais passionné. Quand j'ai su que je faisais un timbre pour George Sand, j'étais trop heureux, quoi. C'est des timbres comme La forêt de Fontainebleau aussi, parce que bon, je suis un homme de la forêt, quoi. Voilà. La grosse détente pour moi, je prends le chien et je vais faire 1 heure de marche en pleine forêt. Voilà, alors la forêt de Fontainebleau, puis en plus c'est magique avec toutes ces pierres et tout. Il y a mystère dans cette forêt, quoi. Il y a eu des timbres comme ça, George Sand, passionnant. Ouais. Il y en a eu d'autres, mais bon, je pense particulièrement à eux. Merci à vous, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci, Monsieur Albuisson, d'avoir été aussi précis et aussi complet. C'était un vrai plaisir. C'était la dernière conférence du Musée de la Poste sur l'exposition Alpa. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ces conférences et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Peut-être un dernier mot, Monsieur Albuisson ? Écoutez, moi, je vous remercie aussi. Je remercie
Musée de la Poste pour cette si belle exposition et puis toute cette vision culturelle autour de la Poste, autour du dessin. C'est vraiment extraordinaire. Je trouve que vraiment, ouais, c'est très vivant, c'est très agréable. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé pour cette exposition, pour ces conférences. Et je vous remercie vraiment beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci à tous.